Alors, la difficulté, c'est toujours pareil, c'est-à-dire de dire on accélère, on accélère. Il y a des moments, il y a des limites. C'est même pas parce que vous mettez beaucoup plus d'argent que vous arrivez à accélérer beaucoup plus. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSAS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bon et bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de rencontrer Yves Houdard qui est le DSI de CMI France. Bonjour Yves. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors oui, je peux me présenter rapidement. Donc, je suis DSI de CMI France depuis maintenant 2 ans. J'ai fait une carrière, j'ai envie de dire, qui est essentiellement dans l'informatique, puisque ça fait 32 ans que je travaille dans l'informatique. Et ça fait 32 ans aussi que je travaille dans le secteur de la presse magazine. Donc, je connais bien le secteur. J'ai commencé, j'ai envie de dire, en tant que technicien de support, de hotliner même, au groupe Expansion à l'époque. Et puis, j'ai évolué petit à petit au fur et à mesure de ma carrière sur différents postes, allant du responsable micro, du chef de projet, du responsable infrastructure, jusqu'à DSI adjoint et DSI au groupe Mondadori. Il y a maintenant, c'était en 2013 que j'ai été nommé DSI, avant donc de quitter Mondadori il y a 2 ans pour une nouvelle aventure, et donc l'aventure CMI. Ok, et donc CMI France aujourd'hui, vous avez dit donc dans le magazine, c'est quoi comme magazine que vous avez? Donc, on a essentiellement 12 marques. Les titres les plus connus, on va parler de Elle, de Marianne, de Télé 7 jours. On a aussi du version féminin, du Arrêt Décoration, du Public, du France Dimanche. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, être DSI donc, d'un groupe comme CMI France, ça consiste en quoi aujourd'hui au quotidien ou c'est quoi les grands enjeux aujourd'hui? On va dire le principal enjeu depuis que je suis arrivé il y a 2 ans, c'était de construire la DSI, puisque CMI est né il y a 2 ans par l'acquisition des titres de Lagardère, donc les titres que je viens de citer, par un milliardaire tchèque, M. Kretinsky. Et donc, la DSI a été créée il y a 2 ans. À mon arrivée, à ce moment-là, il n'y avait pas de DSI. C'était un tout nouveau groupe avec des équipes récupérées, enfin, qui viennent de Lagardère, effectivement, une grosse partie. Euh, et le système d'information, qui est aussi un système d'information qui a été hérité de Lagardère, sur lequel maintenant, il y a un peu plus d'1 an, à partir du moment où on est devenu complètement autonome, on a commencé à, on va dire, optimiser, refaire le système d'information. Donc, on attaque les applications les unes après les autres, parfois en parallèle même, puisqu'on a commencé par le changement de la partie CRM pour notre régie publicitaire. Là, on travaille sur le changement de notre système financier. On travaille aussi sur la mise en place d'un outil bimédia pour nos rédactions. Donc, il y a beaucoup de chantiers en parallèle. L'avantage qu'il y a eu, c'est que dans le cadre du projet d'autonomisation avec Lagardère, on a eu une infrastructure toute neuve hébergée sur AWS. Donc, on a moins de travail à faire sur la partie infrastructure, mais par contre, beaucoup de chantiers sur la partie applicative, puisque les applications de Lagardère étaient beaucoup développées en interne et beaucoup très anciennes. Le système financier a plus de 25 ans. Donc, voilà, il est temps de le renouveler. Ok. Et quand vous dites ça, parce que pour moi, ça évoque le fait que vous avez vos propres solutions ou que vous passez par des éditeurs qui… Oui, alors on est voilà. effectivement on est en mode IaaS sur AWS essentiellement. C'est nos serveurs qui sont voilà, hébergés sur AWS. Et c'est très peu de services, effectivement. On n'est pas encore en mode SaaS. Les solutions qu'on regarde à changer, effectivement, c'est plutôt des solutions qu'on préconise, c'est de passer en mode SaaS. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Ok, donc déjà, vous avez repris une DSI, vous êtes en train de changer certains applicatifs, mais vous les changez en IaaS et pas en SaaS. On est OK? On les a en IaaS et on les change en SaaS. D'accord, vous avez un IaaS, vous le changez en SaaS. D'accord, très clair. Ok, Voilà, c'est super. ça. Tout Très à bien. fait. Et donc, vous avez une vision, on va dire,
depuis quoi, vous avez dit 30 ans dans l'IT, vous avez vu donc toutes les évolutions, IaaS, etc. C'est quoi votre regard entre les solutions qui étaient on-premise et c'était la façon de faire il y a 20 ans et c'était obligatoire de faire comme ça. Aujourd'hui, cette évolution du SaaS et cette consommation de nouveaux services. Alors moi, je suis plutôt assez positif dans cette évolution. C'est-à-dire que je trouve que tout ce qui est mode SaaS nous permet, nous DSI, de nous occuper un peu plus justement de nos utilisateurs et du business, plutôt que de gérer de l'infrastructure et de la technique. Et ça amène aussi quand même pas mal de souplesse avec des usages qui sont vraiment en fonction de la consommation, où on peut très vite augmenter les ressources ou diminuer les ressources s'il y a besoin, et donc diminuer ou augmenter les coûts. Ok. Et aujourd'hui, donc vous, votre vision par rapport à ça, c'est que la majorité du SI va être un SaaS, si on parle en termes de nombre d'applicatifs, ou comment vous voyez les choses? Alors, j'ai envie de dire oui, j'aimerais bien. Ça serait l'objectif. Après, toutes les solutions n'existent pas encore en mode SaaS aujourd'hui. Ok. Et là, on a lancé un cahier des charges, enfin, on a envoyé un cahier des charges pour la partie URP. Bon, voilà, dans les réponses, certains nous disent nous, on n'a pas de solution en mode SaaS. Ok. Donc après, ce n'est pas non plus bloquant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ne proposent pas de solution en mode SaaS qu'on ne va pas les prendre. Si c'est la meilleure réponse à nos besoins, on prendra leur solution et on hébergera nous-mêmes leur solution. L'idée, c'est de ne pas faire des choix par rapport à la technologie, mais plutôt vraiment de faire des choix par rapport aux enjeux business et aux réponses métiers. Ok. Et par rapport à ça, par rapport on va dire à la structure financière, etc., est-ce que vous avez vu une évolution de la façon dont est regardé l'achat ou le côté on-premise vs le SaaS par rapport aux amortissements, etc., par rapport vraiment à la vision financière de ces solutions? Alors, oui, il y a un vrai changement. Ce qui est vrai, c'est que, oui, en on-premise, on est vraiment dans de l'acquisition, dans de l'amortissement. Sur tout ce qui est SaaS, on va être sur de la charge, sur de l'OPEX. Donc, après, ça dépend des sociétés. Précédemment, quand j'ai travaillé chez Mondadori, on préférait tout ce qui était amortissement qu'APEX. En arrivant chez CMI, on m'a dit qu'on préférait tout ce qui était charge et OPEX. Donc, voilà, ça me va bien puisque le mode SaaS, c'est plus dans ce mode de fonctionnement. On Ok, achète donc moins de choses. c'est vraiment lié à l'entreprise, mais est-ce que vous pensez que c'est plus lié on va dire, au secteur ou plus lié à la taille d'entreprise ou plus lié juste à la culture d'entreprise sur sa façon financière de faire tourner les choses? Alors, de ce que j'ai pu comprendre, moi, de mes deux derniers patrons, on va dire, c'est plus lié vraiment à la culture et à la manière de montrer les chiffres. Ok, Précédemment, quand je travaillais chez Mondadori, c'était un groupe italien. Voilà, ils étaient plus sur du CAPEX, de l'amortissement. Là, on a un groupe tchèque, on est plus sur de la charge, de l'OPEX, et on évite de sortir trop de cash. On aime bien avoir du cash. ok, plus vous, ça vous donne quand même une liberté pour trouver les solutions adaptées à vos problématiques de manière un peu plus souple. Tout à fait. Ok, donc ouais, c'est plus agréable pour vous en termes de possibilités de solutions. Ok, très C'est clair. ça. Quand donc du coup nouvelle DSI dans une nouvelle entreprise, donc j'imagine même si bon bien sûr il y avait un actif qui a été repris, comment un peu s'est déroulée votre première année dans votre prise de poste? Alors, une année un petit peu particulière, parce qu'effectivement, on était en plein projet d'autonomisation donc avec Lagardère, et on avait un TSA avec Lagardère, donc qui était responsable du maintien en condition opérationnelle du système d'information et qui était également responsable de ce projet d'autonomisation, donc de nous donner un système d'information complètement autonome. Donc, ça a été une première année, j'ai envie de dire, assez facile parce que finalement, j'ai eu une année pour construire mon équipe, construire un budget, préparer l'année suivante, on va dire. Et en même temps, pas non plus très simple parce qu'il a fallu composer sur le projet d'autonomisation, donc avec les équipes de Lagardère, les équipes de CMI, un historique, pas forcément simple toujours, voilà, et faire un projet qui est somme toute quand même très complexe. Ok, très clair. Et donc du coup au bout d'un an, vous aviez la totalité de l'équipe, vous étiez vous le seul responsable à la fin de cette année-là. C'est ça. Alors, on n'était pas tout à fait autonome. Il y avait encore quelques applications à migrer, mais on était responsable de ce qui se passait. Ok. Et donc, du coup, 3 mois plus tard, Covid. Et Bon. 3 mois plus tard, ouais, Covid. Et là, bonne entrée en matière.
Et là, bonne entrée en matière, surtout effectivement avec un parc informatique qui était quand même très vieillissant, puisqu'on avait des machines qui avaient plus de 10 ans d'âge, 10-11 ans d'âge, qui n'étaient évidemment pas des portables. Donc, en 3 jours, on a mis tout le monde en télétravail. Donc, avec beaucoup d'opérations de déménagement, hein. On a fait amener, livrer les ordinateurs fixes chez les utilisateurs pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en voiture. Donc, on a tout déconnecté, fait reconnecter chez les utilisateurs, on les a aidés à se reconnecter chez eux, etc., etc. Ok, donc là, ça a été vraiment le côté opérationnel dans le dur Ah, là, pour ça a que les gens été, puissent ouais, c'est travailler, ça. quoi. C'est ça. Là, ça a été vraiment une grosse partie de l'équipe sous les bureaux, à décabler, à débrasser, enfin, à déconnecter dans tous les sens, à préparer les ordinateurs. C'était vraiment de la manutention plus que du système d'information. Mais ça a permis de montrer la réactivité de la DSI. Je sais qu'après coup, on m'a dit que personne n'y croyait, quoi, qu'on arrivera à faire ça en si peu de temps. Voilà, donc c'était une manière de montrer que l'équipe informatique était motivée et ne rechignait pas à faire du travail en l'urgence et voilà, s'investissait énormément. Ok. Et ça, du coup, ça a été votre en fait première vraiment confrontation aux attentes métiers urgentes et pressantes par rapport à vous. C'est ça, exactement. Je pense que voilà, il y avait une attente, tout le monde se demandait comment ça allait se passer, est-ce qu'on allait réussir à sortir les magazines comme ça, en étant tous en télétravail, alors qu'il y avait beaucoup d'hésitation de la part des utilisateurs. Il y avait déjà des discussions sur le télétravail, on espérait pouvoir mettre en place du télétravail, mais il y avait beaucoup de freins. Où on nous expliquait régulièrement que des magazines en télétravail, ça ne se fait pas. Bon, ben voilà, on a réussi à montrer que ça se faisait. Et ça, c'était plutôt le côté métier qui disait que ça se faisait pas, que c'était plutôt des réticences, voilà, de peur, de manque de collaborativité. C'était C'est ça, c'est vrai que les bouclages des magazines, ça se fait souvent où toute la rédaction est présente, où tout le monde échange, chacun va voir derrière l'écran de l'autre, corrige deux, trois petites choses. Et là, effectivement, de se dire, il y a plus ça, quoi. En télétravail, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas, d'échanger comme ça. Donc, il y avait des craintes. Donc, je ok. ne dis pas que ça a été. Effectivement, les bouclages n'ont pas été aussi simples que lorsque les gens sont en présentiel, mais en tout cas, ça se fait, quoi. Tous nos magazines ont été bouclés dans les temps, dans les mêmes délais que d'habitude. Voilà, je ne dis pas que tout s'est fait, tout a très bien marché dès le premier coup. Il a fallu faire des petits coups de rabot à droite à gauche, mais tout a permis quand même à nos magazines de sortir dans les délais, ce qui était quand même le principal. Par rapport donc à ce moment fort où la DSI a été au cœur des attentes et où vous avez répondu présent, est-ce que ça vous a donné une légitimité pour les 12 mois plus tard, enfin, puisque ça fait maintenant un an, l'année qui a suivi, pour lancer de nouveaux projets ou dans tous les cas pour être plus proche des métiers dans l'expression de besoins et dans la réponse à leurs attentes, ou au contraire, en fait, même si vous avez réussi à répondre à leurs attentes, après, c'était tellement complexe et compliqué avec le Covid que vous n'avez pas réussi à capitaliser sur cette réussite-là pour lancer des plans de transformation un peu plus importants. Alors, je pense que ce changement, voilà, cet impact dans une crise a renforcé la confiance qu'il y avait au niveau de la DSI. Et en tout cas, on n'a pas du tout on n'a pas été freiné dans nos projets. Il y a même eu une volonté, avec cette crise qui a été renforcée, d'aller plus vite. C'est-à-dire Ok. qu'on avait un plan de transformation voilà, que j'avais annoncé dans le cadre d'une vision de tous les changements qu'il fallait faire dans les années à venir. Et après la première crise du Covid, la communication de la direction générale, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas faire plus vite? On est prêt à mettre plus de sous, mais il faudrait que les changements se fassent plus rapidement pour qu'il y ait plus de souplesse, plus d'agilité, etc. Donc, voilà. Intéressant. Donc, un Covid, un catalyseur, un révélateur du rôle de la DSI et de sa capacité à répondre aux attentes. Et donc, du coup, une confiance plus importante dans la direction générale, de la direction générale, dans la capacité à faire évoluer l'entreprise. Oui, je pense. En tout cas, ça n'a pas diminué. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas diminué, ce que ça a renforcé. Moi, j'étais jeune DSI, hein, jeune DSI de l'entreprise. J'avais un an d'ancienneté, donc j'avais à ce moment-là la confiance de la direction générale. Je pense que ça a été renforcé par le fait qu'on ait pu gérer cette crise. Donc, on a pu continuer nos projets et même, je vous dis,
essayer de devancer certains projets, d'aller plus vite dans certains projets. Ok, super. Et du coup, par rapport un peu à puisqu'on parle voilà, de la crise du Covid et des 2 dernières années, si vous deviez donner un conseil au DSI que vous y étiez il y a 2 ans quand vous commencez, quand vous prenez votre poste à CMI, ça serait lequel du coup? Alors, ça dépend si c'est dans le même contexte ou pas dans le même contexte, avec l'organisation ou pas. Il va se passer ce qui va se passer et vous avez le droit de donner un conseil. S'il va se passer ce qui va se passer, j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque chose qui est important dans l'informatique et d'une manière générale, c'est il faut que la technique suive, il faut avoir une infrastructure qui soit performante, il faut avoir des postes de travail qui sont performants. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi comme projet d'application super moderne, etc. Si on n'a pas l'infrastructure qui suit, si on n'a pas les postes de travail qui sont performants, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Ok, donc en fait, c'est de dire on a beau changer le CRM ou l'outil de publi-postage, si déjà les gens n'ont pas des ordis adaptés en Exactement. ergonomie, etc., ça ne sert à rien. Il faut commencer par la base. C'est ça. Vous pouvez mettre des applis qui sont super belles, qui répondent tout à fait aux besoins des utilisateurs. Si derrière, le réseau ne tient pas, que ça se plante toutes les 5 minutes, ou si les postes de travail, pour les démarrer, il faut une demi-heure, comme c'était le cas chez CMI quand je suis arrivé, ça a peu de sens, quoi. Ça ne fera pas des utilisateurs satisfaits. C'est sûr que ça redescend d'un étage la volonté de transformation digitale de l'entreprise, la direction générale. C'est-à-dire, on va commencer par la base, on va prendre des bons ordinateurs pour tout le monde. C'est des C'est coûts qui ça. sont importants, mais en même Mmh. temps, ça ne sert à rien de se mentir. Si les fondations ne sont pas solides, on Oui, n'arrivera pas à construire. exactement. Ok. Vous savez, c'est le dessous de l'iceberg. On ne voit La, pas, mais voilà, il est important. la pyramide de Maslow de besoin de digitalisation d'une entreprise. C'est Tout déjà à fait. avoir une infrastructure et un poste de travail adapté. Exactement. Ok, très clair. Et quand bon, tout ça s'est passé, etc., et dans ce contexte-là, j'aimerais bien savoir, vous, votre plus grande surprise par rapport au métier, par rapport à ce qui vous a le plus étonné. Parce que vous avez dit, voilà, on a réussi, nous, à débrancher, à faire livrer, à aller transporter ces ordinateurs-là. J'ai l'impression que ça a été un moment super fort pour vous et pour l'entreprise. Est-ce que dans ça, il y a une histoire, une anecdote, pour être partagée avec nous? Alors, j'ai envie de dire, l'anecdote, elle n'est pas forcément très positive pour certains utilisateurs, mais effectivement, quand on a reçu une photo d'un câble électrique et puis d'un câble réseau en nous demandant où est-ce que je branche ça, bon, voilà, petite anecdote, on a vu le niveau de certains utilisateurs chez nous et on sait qu'il faut les accompagner. Pas tous, il y en a qui sont très autonomes, mais il y en a qui sont moins autonomes. Ouais, ouais, bien sûr. Il faut prendre en compte ça dans cette différence d'usage numérique et de capacité d'adaptation là-dessus. Et C'est ça. c'est pas uniforme, bien sûr. Ok. On a eu un utilisateur aussi qui nous a appelé en disant j'arrive pas à me connecter en VPN. Et quand on a essayé de savoir un petit peu plus, de creuser un petit peu, on s'est aperçu que oui, il n'avait pas de connexion Internet Ok. chez lui. Donc Ouais. voilà, on part de loin parfois. Oui, c'est sûr que là, on peut passer pas mal de temps au support sans poser la bonne question. Ouais. Voilà. Là, ça peut être un peu compliqué. OK. Et vous, aujourd'hui, si donc vous nous avez parlé un petit peu de voilà des activités de votre entreprise et les différentes on va dire fonctions. Comment vous travaillez avec les métiers, avec les différents services de l'entreprise? À quelle fréquence vous voyez? Comment vous travaillez sur leurs besoins, sur la qualification des solutions? Comment ça se passe un peu? C'est quoi votre méthode de travail? Alors, c'est vrai que c'est plus lié enfin, je veux dire, ça change en fonction des projets. C'est-à-dire que je vais, par exemple, avoir des relations très fréquentes avec un patron enfin business, parce qu'on a un projet qui nécessite qu'on se voit régulièrement. Là, on est en train, comme je vous ai dit, de réfléchir à notre changement de système financier. J'ai une réunion de manière hebdomadaire avec le directeur financier, plus l'équipe projet, mais voilà, on se voit toutes les semaines. Et potentiellement, on a même des points intermédiaires de temps en temps quand il y a besoin. Après, sur d'autres projets qui sont, on va dire, un petit peu plus sur le long terme, où il y a moins d'activité pour le moment, c'est des points ponctuels où je vais effectivement prendre rendez-vous avec la patronne de la régie publicitaire pour faire des points d'étape tous les 2 mois, voilà, en fonction de l'actualité.
Ok, Et donc ça, c'est puis, très centré sur votre capacité par projet à aller impliquer les métiers en continu. Mais dans vos équipes, comment vous êtes structurés? Est-ce que ces réunions-là, elles sont aussi de manière formelle tous les mois? Est-ce que vous avez un reporting particulier par rapport à eux? Comment ça se passe, hein? alors, moi, effectivement, j'ai trois équipes différentes. J'ai un directeur des études, donc qui va être effectivement très proche du business et des métiers. Un directeur technique sur la partie infrastructure et poste de travail, et un CTO sur la partie digitale. Après, ce qui est vrai, c'est que le directeur technique a des réunions, pareil aussi, alors je crois, sur certains métiers de manière hebdomadaire. Je sais que sur la finance, ils ont une réunion hebdomadaire. Sur la régie publicitaire, ils ont une réunion hebdomadaire. Voilà, donc il a des points, lui, très régulièrement avec les utilisateurs de ces services-là. Avec d'autres services, on est moins proche parce que historiquement, et pour le moment, on n'a pas encore changé les choses, ces services-là sont un petit peu plus autonomes et gèrent avec des prestataires un peu la partie informatique ou application. C'est ce qui Ok. concerne, entre autres, tout ce qui concerne les abonnements. Pour le moment, ils sont un petit peu plus autonomes dans leur démarche. Ok, d'accord. C'est pas Alors, forcément facile de répondre à cette question, mais en fait, des fois, il y a plein de petites améliorations qu'on peut faire et dans une façon de travailler. Mais vous, aujourd'hui, si vous disiez, voilà, si j'ai une baguette magique, que ce que je changerais pour que vraiment, ça soit vraiment, ça transforme notre entreprise, ça serait ça. Qu'est-ce que ça serait? Alors aujourd'hui, je pense que la difficulté que je rencontre moi, c'est pour tous les services, on n'a pas les mêmes échanges. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très proche, comme vous disiez, de la régie publicitaire, on travaille beaucoup pour eux, on est très proche de la partie finance. Sur d'autres services, on l'est moins, ce qui fait que c'est plus difficile pour le moment de construire vraiment un système d'information où tout communique facilement, où il n'y a pas de redondance, où il n'y a pas de solutions qui sont concurrentes pour faire la même chose. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit peu ça la difficulté aujourd'hui. Et c'est sur quoi on va travailler dans les mois et années à venir pour que ça change. Ok, et ça c'est un enjeu de communication. Comment vous le résumeriez? Parce que en gros, c'est être proche de quelqu'un, ça veut dire, enfin d'un secteur, c'est plutôt de dire voilà, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Mais en fait, c'est lié au fait que historiquement, culturellement parlant, ils avaient d'autres habitudes de travailler et que pour l'instant, pour eux, ils n'ont pas forcément envie que ça change, quoi. Oui, pas envie, où je vous dis, même moi, je ne suis pas non plus trop pressé parce qu'on a tellement d'enjeux et de changements et de travail que je me dis, voilà, rajouter un périmètre supplémentaire, ce n'est pas encore la priorité. Non, Je mais sais c'est que ça intéressant. viendra. Ça viendra. Ouais, donc voilà, vous dites en fait, bah, écoutez, ils sont plutôt autonomes aujourd'hui avec bah, des choses positives et des choses négatives comme tout, mais comme il y a des parties de l'entreprise qui ne le sont pas du tout, vous vous consacrez là aussi, là où il faut, quoi. Tout à fait. Il faut prioriser un petit peu quand même. Ouais, non, bien Alors, sûr, mener tout en même temps, c'est quand même très compliqué. j'imagine bien. Si vous aviez aujourd'hui un budget supplémentaire important, je ne sais pas moi, X centaines de milliers d'euros, comment vous le dépenseriez pour accélérer cette transformation de CMI? Alors, la difficulté, c'est toujours pareil. C'est-à-dire de dire on accélère, on accélère. Il y a des moments, il y a des limites. C'est même pas parce que vous mettez beaucoup plus d'argent que vous arrivez à accélérer beaucoup plus. Il y a un moment, il faut quand même du temps pour étudier. Donc, effectivement, si j'avais un budget, alors je ne vais pas dire illimité, il y aurait peut-être plus d'assistance externe, plus de consultants qui viendraient nous accompagner, nous aider, faire avancer les projets, mais aussi des personnes potentiellement qui viendraient euh, renforcer les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mène un projet de refonte du système financier, oui, la DSI est impactée, mais le service finance est impacté aussi. Et on a aussi besoin du temps de travail des gens qui travaillent à la finance et qui ont aussi leur quotidien à gérer. Donc, parfois, on est limité parce que nos utilisateurs, à nous, DSI, font leur travail et n'ont pas forcément du temps à donner au projet de changement. Donc, s'il y avait un budget, c'est peut-être ça, de manière générale, c'est oui, il faut renforcer les équipes, quoi. Ok. Donc, il y a deux facteurs limitants à la transfo aujourd'hui. C'est le temps de la DSI, donc c'est-à-dire un chef de projet, etc., que ça peut être prestataire ou interne, mais ça, c'est un autre débat, et le temps des métiers. Tout à fait. Donc, ok. C'est vraiment ça. Bon, après, il y a aussi la notion de changement qui est toujours
un sujet sensible. Voilà, c'est-à-dire que les gens sont habitués à avoir des outils. Ils travaillent parfois depuis des années et des années avec leurs outils, avec une manière de travailler. Et on sait qu'en changeant d'application, on change les habitudes. Ok. Donc, change management, temps du métier et temps de la DSI. Tout à fait. Ok. Et ok. Et une question, je me suis posé, c'est une question que je n'ai pas posée souvent parce que je n'y pensais pas, mais que je trouve que la réponse m'intéresse énormément. C'est comment vous, en tant que DSI, vous continuez à vous former en fait, parce que vous avez des enjeux extrêmement forts et complexes. Et par exemple, sur du change management, sur la gestion en urgence voilà, d'une crise Covid, sur l'impact IT sur toute l'entreprise, sur aussi un changement de marché complet où on va de on-premise à du SaaS. Il y a énormément de nature en fait d'enjeux et de problématiques complètement différentes. Et comment vous formez, comment vous continuez à être au fait de ce qui se fait et des points d'attention de chaque enjeu? C'est une bonne question. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément on va dire, de sollicitations, invitations pour participer alors, à des webinars, à des séminaires, à des rencontres, à des dîners, à des échanges avec d'autres DSI, avec des partenaires, etc. Donc, pour moi, effectivement, ma formation, en tout cas, je n'appellerai pas ça une formation, mais l'information que je prends se passe essentiellement, effectivement, dans des échanges, que ce soit avec d'autres DSI, que ce soit avec des partenaires, voilà, plus que par des séminaires à droite à gauche où malheureusement, je n'ai pas souvent le temps d'y assister. Ok. Comment vous parliez donc dans les projets que vous suivez, parce que c'est les équipes qui ont besoin, comment vous aidez les métiers à prioriser leurs besoins ou leurs attentes? Donc, passons bien sûr les besoins primaires auxquels vous avez dû répondre avec le Covid, etc. Maintenant, comment vous aidez le métier à arriver à prioriser ses attentes, ses besoins? Euh, Parce que j'imagine qu'ils ont plein de projets avec tout ce qui se passe dans la presse. Comment vous les aidez là-dessus? J'ai envie de dire, là, c'est pareil, c'est lors d'échanges. Hein. On échange et aujourd'hui, comme on est en train d'un petit peu de tout transformer, toutes les applications, voilà, souvent les priorités sont. Alors, il y a les priorités business qui sont les plus importantes et après, la DSI va avoir aussi son mot à dire par rapport aux enjeux quand même technologiques. C'est-à-dire que quand on a des technologies qui sont obsolètes, il va falloir, on sait qu'il faut qu'on les change. Donc, on va parfois prioriser un projet par rapport à un autre parce qu'il y a besoin de vraiment changer une technologie qui est complètement obsolète et qui, du coup, nous met à risque. Après, sinon, pour les aider dans leur quotidien, je veux dire, eux, au niveau business, ils connaissent leurs priorités. Et parfois, c'est plus leur dire, bon, si on s'occupe de tel projet, ça va nous prendre peut-être 6 mois. Par contre, quelque chose qui est moins prioritaire, on peut vous le faire rapidement en l'espace d'un mois. Donc, on va peut-être démarrer par ça, puis ils vont dire, bon, au moins, voilà, ça sera déjà fait. Et puis, quitte à ce que l'autre projet, ça soit livré que dans 7 mois au lieu de 6. Mais c'est moins impactant. Ok, donc en fait aujourd'hui c'est quand même plutôt lors de discussions, d'échanges plus ou moins formels et ensuite vous alignez entre ce que vous êtes capable de faire rapidement et les gros enjeux un peu plus long terme, Tout plus à bien fait. sûr le filtre critique IT de non mais cette solution-là dans tous les cas il faut la changer parce que c'est plus maintenu, il faut faire quelque chose quoi. Exactement. Et c'est effectivement lors vraiment d'échanges, de discussions. C'est-à-dire qu'il y a des gros projets, si vous voulez, sont plutôt déjà placés, on va dire, dans un plan de transformation. Après, c'est plus les projets qui arrivent en cours de route qu'il faut intercaler. Ok. Et aujourd'hui, vous, dans vos équipes, est-ce que vous avez alors, il y a plein de noms différents, IT Business Partner, chef de projet, PMO, etc., mais qui ont vraiment cette compétence de faire parler le métier pour comprendre l'expression de besoin, rechercher des solutions qui peuvent y répondre, externes ou internes, hein, qui existent déjà, et de cadrage et de suivi de projet, ou est-ce que c'est des personnes qui montent en puissance, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des personnes qui font une partie et d'autres personnes l'autre? Alors, effectivement, quand je suis arrivé, que j'ai organisé la DSI,
je souhaitais qu'il y ait un directeur des études pour piloter tout ça et qu'en dessous de lui, donc, il y ait des chefs de projet responsables de domaine. Donc, je vais avoir un chef de projet responsable de la partie finance, un chef de projet responsable de la partie DRH, abonnement, alors même si cette personne, pour le moment, interagit un peu moins, un chef de projet qui est responsable de la partie régie publicitaire. Donc, vraiment, qui sont des gens qui connaissent bien le domaine et qui sont les interlocuteurs privilégiés du business. Ok. Ok, non, très clair. Et aujourd'hui, vous avez une feuille de route numérique avec les métiers qui est partagée, qui est claire, identifiée et qui vous permet de vous fédérer l'ensemble des équipes. On va dire cette affirmation est vraie à quoi? À 10 sur 10, à 5 sur 10, 6 sur 10? Alors, moi, je dirais à 7-8 sur 10. Ok. Parce que je pense qu'il y a vraiment une vision des changements qui sont prévus, il y a des plannings, etc. Les 2 sur 10 qui ne correspondent pas, c'est tout ce qui tombe au fur et à mesure qui n'est pas prévu initialement, voilà, sur lequel on s'adapte. Et puis, voilà, ça fait aussi partie du quotidien des DSI, je pense, de s'adapter à des nouveaux enjeux, des nouveaux projets, et puis des problèmes à régler aussi. Mais voilà, quoi. Ok, écoutez, c'était très très clair pour moi, super intéressant. Je vous remercie grandement pour la transparence de nos échanges. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Dard. Merci à vous. J'ai fortement apprécié de participer à cet entretien. C'est gentil. Et merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn. Ça nous aide énormément pour trouver de nouveaux DSI. Allez, ciao.